Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mardi. Et d'abord, ce spectaculaire coup de théâtre, ce rebondissement et cette déflagration politique dans l'affaire Cahuzac. Oui, j'ai détenu un compte à l'étranger, a reconnu l'ancien ministre du Budget devant les juges qui l'ont mis en examen. Il se dit dévasté par le remords. Le Premier ministre divise en trois sa réforme de la décentralisation sous les pressions des sénateurs socialistes notamment. Un saucissonnage donc de la réforme pour calmer les critiques dans tous les camps. Les allocations familiales versées aux familles ne seront plus les mêmes selon les revenus du foyer. Le gouvernement a désormais toutes les cartes en main pour trancher. Débat dans le 19 h sur un tabou qui tombe avec les sénatrices PS Michèle Meunier et UMP Catherine Deroche. Et puis également invité ce soir l'ancien ministre Alain Lambert. Ces normes qui nous empoisonnent et freinent la croissance. Mais d'abord, donc, ce coup de théâtre dans l'affaire Cahuzac, l'ancien ministre du Budget a avoué aujourd'hui avoir détenu un compte à l'étranger, un compte qui n'a pas été abondé depuis une douzaine d'années, a-t-il dit, avant d'être mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Il demande pardon pour son mensonge. Et les réactions politiques se multiplient depuis quelques instants. Sandra Sarkera. Il dit être dévasté par les remords et demande pardon pour une faute inqualifiable. Après avoir été entendu cet après-midi à sa demande pendant 1h30 au tribunal de grande instance de Paris, Jérôme Cahuzac passe aux aveux sur son blog et demande pardon au gouvernement et à sa famille. L'ancien ministre du Budget a bien possédé un compte bancaire à l'étranger pendant 20 ans. En plus d'un compte chez UBS en Suisse, fermé à la fin des années 2000, Jérôme Cahuzac a avoué qu'il était toujours titulaire d'un compte de 600 000 € à Singapour. Somme qui, selon un témoin auditionné pendant l'enquête préliminaire, proviendrait de laboratoires pharmaceutiques. Compte qu'il détient toujours donc, contrairement à ce qu'il a catégoriquement nié jusque-là. À maintes reprises, sur les réseaux sociaux, les yeux dans les yeux au président de la République et même à l'Assemblée nationale. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Lors de sa démission, l'ancien ministre avait également réaffirmé son innocence. Après ses aveux, Jérôme Cahuzac a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Il risque jusqu'à 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Et il y a quelques instants, François Hollande, dans un communiqué, a pris acte avec une grande sévérité de ses aveux. Jean-Marc Ayrault se dit pour sa part consterné. Des UMP mettent en cause le chef de l'État et le Premier ministre. Savait-il, demande Jean-François Copé, qui attend maintenant des explications devant les Français du chef de l'État. Où s'arrête le mensonge, demande de son côté Jean-Luc Mélenchon. Écoutons maintenant la réaction de l'un des porte-parole du Parti socialiste, David Assouline. Le premier secrétaire, l'ensemble du bureau national, au nom duquel je m'exprime, sommes stupéfaits, choqués, tant par les faits reconnus, qui sont inacceptables, que par le mensonge. La confiance du président de la République, de la représentation nationale, de tous les socialistes, a été trahie. Voilà, et François Bayrou, de son côté, évoque des dégâts dévastateurs pour toute la classe politique, comme Pascal Durand, le leader d'Europe Écologie Les Verts, pour qui il s'agit d'un drame pour la démocratie. Un nouveau rendez-vous aujourd'hui du sénateur PS Jean-Noël Guérini avec la justice. L'élu des Bouches-du-Rhône a été entendu en garde à vue à Marseille avec son frère Alexandre dans un dossier à caractère mafieux, selon les mots du juge Duchesne, touchant à des marchés publics. Jean-Noël Guérini qui a été hospitalisé après un malaise lors de son audition par les gendarmes. Il a été conduit à Marseille dans un service de cardiologie. La décentralisation est-elle un dossier empoisonné? Le Premier ministre a décidé de revoir la copie du gouvernement qui suscitait des critiques à droite comme à gauche, et c'est d'ailleurs devant les sénateurs socialistes que Jean-Marc Ayrault a annoncé aujourd'hui le saucissonnage de la réforme. Il y aura 3 textes consacrés aux métropoles, aux régions, enfin aux autres collectivités. Paul Bouffard. Certains sont en colère, d'autres sont sceptiques.
Les parlementaires socialistes attendent les explications de Jean-Marc Ayrault sur l'acte 3 de la décentralisation. Un texte qui fait débat. Les sénateurs PS espèrent un projet de loi plus clair, plus décentralisateur. Des régions fortes pour l'emploi et l'économie, des métropoles du futur et une France des départements et des communes qui œuvrent pour la solidarité au concret et au quotidien. Quand le Premier ministre arrive, il se sait attendu. Les applaudissements masquent à peine la grogne sénatoriale. Pendant plus d'une heure, le Premier ministre présente sa copie révisée. À la sortie, compte tenu de la complexité du texte, il annonce un saucissonnage du projet de loi Le Branchu en 3 étapes. Une sur les grandes métropoles, une seconde sur les régions, une dernière sur les solidarités territoriales et notamment l'avenir des départements. C'est le grand chantier de la décentralisation. Alors, nous voulons le réussir, ce chantier-là. Nous inscrivons notre action dans la grande tradition des lois Mitterrand-Mauroy de fer. Et le Sénat, qui est le premier destinataire de ces textes, va évidemment l'examiner en premier. Chez les sénateurs PS, les choses sont plus claires. On a des textes précis, avec des objectifs précis, qu'on pourra d'ailleurs amender, améliorer. Mais le débat, il va s'enraciner dans le concret, alors qu'on était parti sur des choses qui étaient moins faciles à comprendre, plus abstraites et plus lourdes. Pas de report donc, le texte sera présenté au Conseil des ministres le 10 avril prochain. L'UMP du Sénat peaufine ses arguments contre le mariage gay, même si certains de ses élus voteront pour. Le débat arrive en effet au Sénat jeudi. Il ne prendra pas la même forme qu'à l'Assemblée nationale. L'opposition ne veut pas jouer l'obstruction, mais opposera, elle l'a expliqué aujourd'hui, des arguments constitutionnels. Jérôme Rabier. Des heures et des heures de débat sans véritable fond. Pas de ça au Sénat pour le groupe UMP, qui refuse de rejouer la même scène qu'à l'Assemblée nationale, où des milliers d'amendements n'avaient pas permis d'entendre les arguments du parti sur la loi Taubira. Pas d'obstruction systématique pour faire durer les débats d'une manière déraisonnable, mais nous voulons une discussion au fond avec le dépôt de près de 200 amendements. Principale contre-proposition, la création d'une union civile avec des droits renforcés et notamment l'adoption simple pour les couples homosexuels. Mais pas question de leur accorder l'adoption plénière qui chamboule la filiation de façon trop importante pour le groupe UMP qui ne désespère pas de convaincre quelques sénateurs de la majorité. Si aucune de nos propositions n'est acceptée, naturellement nous voterons contre et je ne dévoilerai pas un secret et nous saisirons naturellement le Conseil constitutionnel parce que nous estimons que ce texte, sur de nombreux points, est contraire à la Constitution. Un argument qui n'a pas convaincu tout le monde à l'UMP. Au moins 3 sénateurs du groupe voteront en faveur du texte et autant devraient s'abstenir. Dans notre groupe UMP, il y a une liberté totale de vote. C'est une tradition qui nous est chère et que nous respectons particulièrement. Tolérance pour les opinions différentes et amendements limités pour un débat de qualité. L'UMP au Sénat compte bien se démarquer sans pour autant abdiquer dans le combat contre le mariage pour tous. Et la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, qui était notre invitée tout à l'heure à 18h dans Preuve par 3, a affirmé que les risques d'inconstitutionnalité étaient, selon elle, minimes. Il s'agit d'une loi d'égalité, a répété la ministre de la Famille, qui par ailleurs a confirmé qu'une partie des ménages français pouvaient se préparer à une baisse de leur allocation familiale. Le gouvernement, en effet, a désormais toutes les cartes en main pour trancher. Plusieurs scénarios sont envisagés par un groupe d'experts pour résorber le déficit de la branche famille de la sécurité sociale. Ainsi, les foyers les plus aisés verraient leurs prestations réduites des 3/4. Nathalie Guilbard. Une question explosive, celle des allocations familiales. Un graal sacré de la politique familiale qui n'a jamais pu être réformée et qui ne doit toujours pas l'être pour les communistes. Pour eux, les valeurs de la République sont en jeu. On touche à des valeurs fondamentales de la France qui ont construit la France et les allocations familiales, j'ai envie de dire, on n'y touche pas. Pour l'UMP, remettre en cause le principe d'universalité stigmatise une fois de plus les ménages les plus aisés. Pour cette sénatrice, ce n'est pas la meilleure solution. Bien sûr, c'est revenir sur le principe d'universalité et c'est aussi complètement détourner des allocations familiales. Les allocations familiales, c'est pour les enfants, pour la famille et c'est pas un revenu de compensation.
De l'allocation de rentrée scolaire à la prestation d'accueil aux jeunes enfants, la quasi-totalité des prestations sont déjà sous condition de ressources. Alors chez les socialistes, le tabou est déjà levé. Je ne crois pas que ce soit un principe républicain. D'ailleurs, dans la gamme des prestations familiales, beaucoup sont devenus progressivement des prestations sous condition de ressources. Il ne reste plus que les allocations familiales de base qui soient attribuées à tout le monde. Et ça choque beaucoup les gens. Que ce soit avec Alain Juppé en 1995 ou bien Lionel Jospin en 1997, la réforme des allocations familiales n'a jamais pu perdurer, ni même exister. Le symbole est fort, mais en temps de crise, peut-être faudra-t-il finalement y renoncer. Les invités du 19h, donc Michèle Meunier, bonsoir, Bonsoir. Sénatrice PS de la Loire-Atlantique. Et puis face à vous, Catherine Deroche, sénatrice UMP du Maine-et-Loire. Bonsoir à toutes les deux. Avant de parler de la modulation des allocations familiales, j'aimerais quand même vous faire réagir toutes les deux à cette information qui sidère la classe politique et sans doute une bonne partie des Français. Donc l'aveu de Jérôme Cahuzac. Madame Meunier, vous vous sentez trahie par les propos de M. Cahuzac. Vous avez sans doute en tête la petite musique qu'il a fait jouer pendant des mois. Je n'ai jamais détenu de compte à l'étranger. Oui, c'est troublant, c'est vrai. C'est consternant, a dit le Premier ministre, et je ne commenterai pas davantage, mais je suis, oui, troublée. Catherine Deroche. Oui, je pense qu'en effet, c'est choquant de voir un ancien ministre de la République avouer, après avoir apporté autant d'énergie à nier et à mentir, à la fois au gouvernement, aux parlementaires et aussi à l'ensemble des Français. C'est très choquant. Maintenant, on va voir quelle suite sera donnée. Vous vous rappelez qu'il a effectivement menti devant la représentation parlementaire. Madame Meunier, est-ce qu'on peut envisager son retour, par exemple, sur les bancs de l'Assemblée nationale? À ce point-là, ça me paraît difficile, évidemment. Humainement, je ne sais pas comment il peut le vivre. Ça ne peut être que très dur. C'est ce qu'il dit lui-même. Il se dit évidemment dévasté par le remords aujourd'hui. Alors on parle... Vous voulez ajouter un mot? Non, je pense qu'en effet, il paie ce mensonge initial et assorti peut-être d'une forme d'assurance qui aujourd'hui rend sa position, à mon sens, encore plus difficile. Alors on parle des allocations familiales. Donc leur réforme est bien engagée, c'est clair, en raison du déficit, donc plus de 2 milliards d'euros qu'il faut résorber d'ici 2016. Le gouvernement s'apprête à moduler ces prestations en fonction du revenu des foyers. On ne sait pas à partir de combien, effectivement, les Français toucheront moins. Madame Meunier, est-ce que d'abord, l'idée vous semble acceptable? Pour ma part, oui, je pense qu'il n'y a pas de tabou dans cette situation très difficile que connaît la France. Il ne peut pas y avoir de tabou. Et donc la question de la modulation des allocations familiales peut se poser, comme le pose M. Fragonard, suite à la demande du Premier ministre, dans différentes pistes. Donc on parle beaucoup de celle-ci, tout en ne connaissant pas encore le choix, puisque Mme Desroches et moi-même sommes membres du Haut Conseil de la Famille qui va se réunir jeudi prochain. Quel est votre souhait, vous, par exemple? À partir de quel niveau de revenu mensuel pour une famille de 2 enfants il faudrait un peu rogner les allocs, selon vous? Alors, c'est difficile de parler comme ça, puisque de toute façon, c'est un système très compliqué et très complexe, les prestations familiales, et que là, on ne parle que des allocations familiales. Mais donc, il faut aussi tout revisiter, y compris les innombrables prestations qui sont en complément des charges familiales pour l'éducation des enfants. Les aides à la garde d'enfants, etc. Donc, exactement. Bon, alors, Madame Desroches. Alors moi, d'abord sur la forme, je trouve surprenant, et j'ai été surprise en tant que membre du Haut Conseil de la Famille, d'entendre la semaine dernière le président de la République balayer la fiscalisation des allocations familiales, alors que le Haut Conseil de la Famille, par la voix de son président, M. Fragonard, doit remettre son rapport en fin de semaine. Alors certes, dans le rapport, dans le pré-rapport... On ne trouve pas l'idée de fiscaliser les allocations familiales. Elle est évoquée, mais vraiment par quelques lignes. Or, je trouve sur la forme tout à fait curieux cette méthode qui consiste à demander un rapport et de balayer d'un revers de manche des choses qui auraient pu être évoquées. Pour le reste, moi je l'ai déjà dit lors des émissions précédentes, je suis hostile à une mise sous condition de ressources des allocations familiales parce que beaucoup d'autres prestations sont déjà soumises à condition de ressources. Les familles en plus, lors des prestations par exemple délivrées par les communes,
sont aussi soumises en fonction de leurs revenus à un coût différent. Et c'est un principe auquel je pense les familles sont attachées, qui représentent... C'est un principe fondamental de la République, c'est l'opinion du groupe communiste aussi, on l'a entendu. Oui. Alors Madame Meunier, qu'est-ce que vous répondez à ce front entre une partie de la droite, parce qu'une partie de l'UMP est favorable, même parfois même à la suppression des allocations familiales pour les très hauts revenus. On entend beaucoup de choses, des divers côtés, des composantes politiques, et dès qu'on parle allocation, tout de suite on agite ce qui pourrait faire peur. Là, l'universalité n'est pas remise en cause, puisque chaque famille... Mais alors après, c'est le montant. Que oui, parce que évidemment le niveau de ressources va continuer à baisser au fil des années. Oui, mais est-ce que ce n'est pas choquant d'avoir, pour certaines familles aisées, des allocations familiales qui viennent en superflu, en complément, alors que d'autres familles, dans un budget mensuel, tiennent vraiment... Vous en appelez un effort de solidarité des plus riches. Il y a de toute façon une mise à niveau obligatoire à retrouver aujourd'hui. Oui, le danger, si on supprime ce qu'était la règle depuis des années, c'est en effet de voir les seuils s'abaisser au fil du temps et que les allocations familiales soient une variable d'ajustement de l'équilibre de la branche famille. Et à ce moment-là, on va sortir à terme très rapidement du principe d'universalité. En plus, une universalité avec une non-uniformité des prestations... C'est hypocrite, vous dites. C'est pas d'une grande cohérence sur le plan intellectuel, j'ai un peu de mal à le comprendre. Je l'entends, on dit chaque famille continuera à percevoir, mais au fil du temps, je crains que cette prestation familiale, qui est une prestation familiale et non une prestation sociale, soit une variable d'ajustement. Je trouverais ça dommage par rapport à ce qu'elle représente et qui est la reconnaissance de l'État par rapport aux familles. Alors la France s'en sort très bien, s'en sort bien en matière de natalité en Europe. Et on voit que le taux de fécondité des femmes a reculé chez nos voisins européens, des pays qui sont touchés comme nous par la crise. Peut-être qu'on le doit, ce bon résultat, aux allocations familiales. Madame Meunier, est-ce que vous le croyez? Je ne sais pas, c'est un argument que l'on entend. Est-ce que vous pensez franchement que les familles font des enfants pour avoir des allocations familiales? Je ne le pense pas. Ça crée peut-être un climat porteur pour... accueillir des enfants dans les ménages. Je pense qu'une politique d'accueil de la petite enfance et d'une conciliation vie professionnelle, vie personnelle est bien plus incitative à vouloir projet parental et projet d'enfant dans un couple. Oui, moi je pense qu'en effet, ce n'est pas uniquement l'objectif, ou du moins l'idée de toucher des allocations familiales. Je pense que tout est lié. C'est vrai qu'en France, on a... Mais on le voit bien lorsque le Haut Conseil de la famille s'est penché sur les disparités territoriales qui existent en matière de garde d'enfants, même si des efforts ont été faits en France, et on est plutôt un pays en avance par rapport aux structures d'accueil des enfants et du jeune enfant. Il existe encore des situations qui ne sont pas pourvues et je pense que si on s'oriente vers cette baisse des allocations familiales, vers cette baisse aussi peut-être des compléments pour la garde à domicile et autres, à terme on va mettre des familles, certes peut-être qui ne sont pas forcément les plus nécessiteuses, en difficulté, et de ce fait créer une brèche dans ce qu'est le travail des femmes ou dans ce qu'est la natalité. Madame Béroche, des premiers ministres que vous avez pu soutenir, comme Raymond Barre ou Alain Juppé, avaient déjà initié des réformes allant dans le sens de ce qui se dessine aujourd'hui à nouveau. Madame Meunier, Lionel Jospin aussi avait essayé d'engager une réforme. Ils se sont tous cassés les dents sur cette réforme. Pourquoi Jean-Marc Ayrault aurait plus de chance et de succès aujourd'hui? Je vous dis d'abord, il y a une politique globale de soutien à la famille, de lutte contre la précarité des familles qui est très importante, et là-dessus c'était donc en fin dernier cette conférence contre la grande pauvreté et l'inclusion sociale qui faisait une part importante sur la précarité des familles. Donc là le rapport va être discuté jeudi prochain. Il y a cette mesure-là, mais il y en a d'autres qui sont aussi complémentaires et globales. Voilà, parce que vous pensez que c'est dans un ensemble, ça passera mieux dans l'opinion. Madame Bertinotti nous disait que les sondages étaient avec elle sur cette question-là. Je pense qu'on est aussi dans un contexte financier, budgétaire, économique, qui fait qu'on sait que les finances publiques sont quand même dans une situation extrêmement difficile et qu'il y a en effet un déficit à combler. Après, est-ce que c'est la bonne solution? Ça, c'est un choix politique. Merci à toutes les deux d'avoir présenté vos arguments sur cette réforme qui fait évidemment beaucoup parler dans les ménages. Le gouvernement ébauche
gauche son choc de simplification en annonçant aujourd'hui un moratoire sur les normes. On voit tout de suite, avant d'accueillir Alain Lambert, l'exemple du bâtiment. Florence Tomaso. Lutter contre l'inflation normative, c'est le projet de François Hollande pour relancer l'activité économique aujourd'hui ralentie. Le mot d'ordre, simplification. Nous allons faire un choc de simplification. On va réduire de 3 fois les délais pour les constructions, 2 fois pour les contentieux. Ça, c'est pour le logement. Parmi ces 400 000 normes contraignantes, recensées par le chef de l'État, bon nombre concernent le BTP. Pour construire un immeuble de bureau ou d'habitation, les architectes doivent en permanence ajuster leurs plans. On pense dans le logement notamment aux normes sur l'accessibilité, aux normes, aux réglementations thermiques, aux réglementations de sécurité. Donc il y a un empilement de normes qui parfois se contredisent même. Et si elles partent en général d'attentions tout à fait louables, par exemple l'accessibilité pour tous, qui est une chose extrêmement positive, après dans leur façon de s'appliquer, d'être édictées, ces normes sont parfois soit contradictoires, soit vraiment négatives. Alors, pour favoriser la construction de logements, le gouvernement s'est dit favorable à un moratoire sur les nouvelles normes, ce qui devrait permettre de réaliser de réelles économies. Entre 2008 et 2011, la mise en place des nouvelles normes a coûté 2 milliards d'euros aux collectivités. Avec cet engagement, le président de la République espère aussi faire baisser le coût de la construction et surtout réduire les déficits publics. La liste des nouvelles normes supprimées sera connue avant la fin du mois. François Hollande pourrait passer par les ordonnances pour faire adopter son projet, un projet qui pourrait être remis en cause à Bruxelles. Voilà, et donc Alain Lambert est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Lambert. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes président du Conseil général de l'Orne, je le dis. Vous êtes co-auteur, bien sûr, de ce rapport que vous avez amené avec vous sur l'inflation normative qui a été remis il y a quelques jours au Premier ministre. Vous êtes également ancien ministre du Budget. J'aimerais d'abord vous demander ce que vous pensez aujourd'hui de l'aveu de votre successeur, Jérôme Cahuzac. Alors, je pense que le mensonge est une forme de fuite lorsque vous ne vous sentez plus en situation d'assumer une situation antérieure par rapport à celle que vous occupez. Et j'imagine que Jérôme Cahuzac a dû, pendant le moment où il lui a fallu choisir, hésiter. Il n'a pas su prendre la bonne décision. Il a dit qu'il était tenu par ses activités ministérielles, l'engagement à lutter contre les déficits, qui est votre grand combat par ailleurs. Mais de toute façon, quand vous êtes à Bercy, dans la fonction qu'il occupait, vous n'avez même plus le temps de réfléchir. Donc je pense que de toute façon, il aurait dû probablement prendre conseil. En tout cas, à ce stade, Michel, moi je voudrais vous dire la chose suivante, parce que j'entends beaucoup de déclarations. Réservons-nous le droit au pardon. Réservons-nous le droit au pardon parce que je pense que le mensonge est une fuite qui révèle les failles de la nature humaine. Et nous n'échappons pas les uns et les autres à la nature humaine. Oh, certes, c'est grave, mais certes, il y a aussi d'autres choses graves dans la vie. Et moi, mon sentiment, c'est que les hommes et femmes politiques ce soir devraient se souvenir que le pardon existe et que nous devons tous balayer devant notre porte. Il y a beaucoup à faire. Voilà. Ce sont des propos qui tranchent, effectivement, Alain Lambert. On parle maintenant des normes, donc de cette inflation normative. En fait, tous les gouvernements, tous les chefs de l'État, depuis des années, ont dit vouloir s'y attaquer. Est-ce que cette fois est la bonne ? Écoutez, c'est la grande nouvelle de la journée, c'est l'événement de la journée. Ah bon ? Je suis convaincu que par la décision que le Premier ministre a fait prendre ce matin à l'ensemble du gouvernement, il a réalisé une sorte de révolution copernicienne. Je le crois vraiment. D'abord, il a décidé ce moratoire. Ce moratoire, c'est pas rien. C'est de dire aucune administration ne pourra proposer une norme nouvelle sans en abroger une autre. C'est quand même pas rien. Deuxièmement, il a instauré une interprétation facilitatrice des normes qui existent. Oui, parce qu'elles demeurent, il y en a combien ? Des centaines de milliers, 400 000. 400 000. Mais pourquoi nous sommes fiers ? C'est qu'il a tout simplement envoyé dans les préfectures, et les préfets l'ont, l'instruction que nous lui avons proposée à la page 12 de notre rapport. Notre rapport lui a été remis mardi dernier, et aujourd'hui, cette instruction, que nous ne savions pas obligatoirement prête à être décidée, est déjà envoyée dans les préfectures. Quels effets bénéfiques, donc rapides et à court terme, est-ce que vous en attendez ?
Vous savez, les collectivités locales investissent 50 milliards par an. Imaginez qu'il y ait 2% de gains possibles d'efficacité sur ces 50 milliards. Ça fait 2 fois 5, 10, ça fait 1 milliard déjà. Si vous imaginez qu'il y a 5%, ça fait 2 milliards et demi. Ça ne veut pas dire 2 milliards et demi ou 1 milliard de moins. Ça veut dire 1 milliard ou 2 milliards et demi de plus pour le progrès des Français, pour leur sécurité, pour la croissance. Et ces normes, elles ont des justifications à chaque fois. Est-ce qu'on va lâcher la garde, je ne sais pas, sur des questions de sécurité physique, de sécurité alimentaire ou autre, de sécurité des bâtiments? Ce qui ne va pas en France, ça n'est pas l'objectif poursuivi par la norme, c'est la manière dont elle est rédigée. Puisqu'on rédige la norme de la même manière pour un équipement destiné à accueillir 20 personnes ou 200 000. Ce qui est profondément stupide. Les administrations françaises ne savent plus écrire le droit. Elles confondent règles de droit et prescriptions techniques. Ce sont deux choses qu'il faut complètement séparer. Et le Premier ministre veut remettre l'église au milieu du village. Et moi, je ne suis pas son soutien particulier, je ne suis pas soupçonnable de ça. Et je me félicite de sa décision de ce matin. Je pense qu'elle est copernicienne. Et qu'on soit de droite ou de gauche, on doit se réjouir de voir la France se simplifier. C'est la première priorité du pays. Très bien, voilà, et c'est un combat que vous menez avec d'autres de longue date, vous en menez d'autres sur les déficits publics à Alain Lambert. Je rappelle que vous êtes président du Conseil général, l'Orne. Aujourd'hui, eh bien, il y a eu un embrouillamini autour de la réforme de la décentralisation lancée par le Premier ministre, obligé, sous des pressions d'ailleurs des sénateurs socialistes, de la scinder en 3, un saucissonnage. On a l'impression pour ne fâcher personne, vous qui dirigez un département, est-ce que vous seriez prêt à sacrifier le département ? Je suis prêt à associer le département avec d'autres collectivités. La question n'est pas une question de structure, c'est une question d'action publique au service des citoyens. Là, on parle souvent de cet empilement des structures, des collectivités. On en rajoute avec les métropoles. Les empilements ne sont pas à leur propre service, ils sont au service des citoyens. Il faut donc que leur organisation réponde aux besoins des citoyens d'aujourd'hui, non pas d'il y a 2 siècles. Donc, en conséquence, rien n'est tabou. Et sur le fait que cette loi puisse être renvoyée à plus tard, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je pense que le texte n'était pas en état d'être exécutoire comme il était. Donc il faut discuter. Mais que mes collègues présidents de conseils généraux, présidents de conseils régionaux, ou maires, ou intercommunalités, se disent que ce dont nous avons besoin, c'est de simplicité, de liberté, de responsabilité. Vous montrez l'exemple, vous, dans l'Orne ? Bien sûr. Un exemple. L'exemple, stabilisation en valeur de la masse salariale. Ben, si vous croyez que c'est facile à faire, c'est très difficile à faire. Je réunis mes fonctionnaires et je leur dis, écoutez les amis, on ne peut pas, nous, augmenter nos dépenses alors que nos concitoyens voient leurs revenus soit baisser, soit s'effondrer. Je n'ai pas de leur part de réaction négative. Ils me disent que ça va être difficile. Et rien qui puisse freiner votre investissement public dans le département. Au contraire, notre idée, c'est de plutôt réduire le fonctionnement pour pouvoir accroître l'investissement. Je n'ai pas beaucoup changé depuis que vous m'invitez, Michel. C'est vrai, on vous a connu bien sûr ici, sénateur, bien sûr, Alain Lambert. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de ce 19h. Je vous retrouve demain à 22h, Sonia Mabrouk, pour le prochain journal, avec là encore d'autres réactions, sans doute de nature différente sur le rebondissement du dossier Cahuzac. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale de Cadoc. Moi, je vous retrouve donc à 22h45 pour preuve par 3. Notre invité sera la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti. Bonsoir. Nous voulons l'égalité des droits. Nous ferons au premier semestre 2013, avec Christiane Taubira et Dominique Bertinotti, le mariage pour tous et l'adoption pour les couples homoparentaux. En France, ce texte est en train de fracturer la société française. C'est un texte qui, à mes yeux, méritait un référendum. C'est une question de société, mais c'est aussi une question économique et sociale. Dès lors qu'il s'agit de la nature, on ne peut pas la changer, et me semble-t-il, on ne peut pas parler de la même manière d'égalité. Je rappelle que ce texte a été placé sous le sceau de l'exigence d'égalité, telle que indiquée très clairement par le président de la République et par le Premier ministre. La loi pour le mariage pour tous arrive au Sénat. Plus de 30 heures de débat à suivre sur Public Sénat et publicsénat.fr.